Quand je me suis mis à écrire, ça a été un chemin de liberté incroyable, de tout à coup trouver un moyen de dire des choses qu'on garde en soi et qu'on n'ose pas dire. C'est très difficile d'expliquer la sensation que procure l'écriture. C'est vraiment libératoire. Je crois que je me suis mis à écrire parce que je suis d'une nature extrêmement pudique et que l'écriture m'a permis finalement, je crois, de coucher sur le papier et de mettre dans la bouche de personnages de fiction ce que moi je n'arrivais pas à dire à voix haute. Allons-y. Pour la première fois à la télévision, un illustre inconnu. Qui est ce bonhomme? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quel est votre métier? Je dirige un cabinet d'architecture. Marc Lévy, 38 ans, signe particulier, vit un conte de fées. En fait, il racontait des histoires le soir, qui étaient des histoires démentes, et tout le monde disait, mais écris, nom de Dieu. C'est renversant, quand même. Vous vous dites, mais bon, je vais me réveiller. Enfin, c'était un phénomène. C'est le français le plus vendu dans le monde. Je le trouve extrêmement riche de la connaissance qu'il a des sentiments des hommes et des femmes. Moi, je sais que je suis toujours en observation, vous voyez, de la vie des autres, des regards, des sourires, des intentions, de ce petit détail chez quelqu'un qui le caractérise. Pour dire Simone, c'est reparti. C'était très, très différent de tout ce qui avait été fait en France jusque-là. Et la critique a été très dure. Elle a été très, très dure. Je vais pas m'excuser d'écrire, tu vois. Personne n'est obligé de l'acheter, le bouquin, et encore moins de le lire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'auteur Marc Lévy, on a quand même une chose à reconnaître, c'est que c'est quand même une carrière hallucinante. 20 ans, chaque fois, c'est un succès. Surtout que c'est un homme très discret. Vous voyez, c'est la première fois qu'on me filme dans mon bureau. Nous, ça fait 6 mois qu'on le suit. Ah oui, ça a l'air ras-le-bol. Vous ne pouvez plus le blairer. Et Je veux le faire parler plus. Ah non, ça c'est pas possible. On avait dit pas dans la chambre à coucher. La mémoire est diffuse, mais là, j'ai l'impression d'avoir 9 ans et demi et de me retrouver complètement... Tout ça, nous, on le faisait à pied. Ça, tu vois, c'est un bateau comme on en voyait beaucoup dans le temps. Tu vois, là, le bateau avec le gros taux, c'était les bateaux que tu voyais dans la rade. Ça avait quand même autrement de la gueule, non? Ouais. Bah, c'est affreux, quand tu dis ça, tu fais tout de suite vieux qui dit c'était mieux avant, mais... Donc tu vois, moi, ma maison, tu vois la maison triangulaire, là-haut? La Maison Blanche? La Maison Blanche, ouais. Ah, ça, c'était, si je me trompe pas, c'est ma maison. Je garde très peu de souvenirs de mon enfance. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une vraie amnésie. Pour une raison que j'ignore, c'est le souvenir d'une solitude incroyable. Mais un désert de solitude, mon enfance. Ma mère était folle amoureuse de mon père et papa était fou amoureux de maman. Jusqu'au dernier jour, je les ai vus marcher main dans la main. Et puis quand je te dis amoureux, c'était vraiment amoureux. Je crois que ça, ma sœur dirait la même chose. C'était assez difficile d'exister entre deux. Oui, je le connais depuis toujours, je crois. J'ai probablement même pas de souvenir de notre première rencontre parce qu'il a dû me voir dans mon berceau. Il a quelques années de plus que moi.
Il avait la figure paternelle qui était quand même très imposante, voire écrasante, même si Raymond n'a jamais cherché au contraire à écraser ses enfants, bien loin de là. Mais voilà, cet homme qui avait fait tant de choses, qui avait été résistant, qui était entouré d'artistes, entouré de grands intellectuels. Je me souviens de Georges Semprin, je me souviens de Pivot. Évidemment, tout ça, c'était le cercle très rapproché. Piccoli, Michel Piccoli, Yves Montand, ils étaient très proches d'Yves Montand et de Simone Signoret. Donc Marc, il a vécu là-dedans. Il a vécu dans ce milieu intellectuel, artistique, et ça lui a probablement donné une certaine exigence vis-à-vis de lui-même. Vous étiez rêveur quand vous étiez petit? Oui. Tous mes mauvais bulletins, c'était ça, c'était élève rêveur. J'arrivais en classe et je partais ailleurs, quoi. Je partais dans des mondes imaginaires en permanence. Je pense que c'était plus... À l'époque, dans le cadre de la scolarité, c'était plus un handicap qu'un don. Mais finalement, c'est une belle revanche sur la vie parce que ce élève rêveur qui me mettait sous la moyenne, j'en ai fait mon métier et tant mieux. Attends, elle est où la voiture, par exemple? Parce que tu vois, là, dans l'imagination, il y a où est-ce qu'on a garé la voiture? Voilà l'école. C'est des bons souvenirs à l'école? Ici? Ouais. Ah, c'est compliqué, hein. Tu veux que je m'arrête 2 secondes? Ouais. Il y avait des choses qui étaient fabuleuses parce que t'imagines, on sortait de l'école et on descendait à pied au port de Beaulieu, tu vois, donc c'était quand même assez incroyable. Et c'était une époque qui n'était pas tout le temps marrante parce que je m'appelais Lévy, enfin je m'appelle toujours Lévy, et j'étais le seul juif de la classe. Et il y a eu 3 années pendant lesquelles il y avait un grand dans la classe et qui avait décidé que les juifs, c'était pas bien. Tu vois, il régnait un peu comme le patron de la mafia sur la classe. Et quand il était de mauvaise humeur, il disait, tiens, on va passer Lévy au bac à sable. Je comprenais pas pourquoi. Je croyais que c'était, tu vois, c'était peut-être parce que je portais des lunettes, j'en sais rien. Mais c'est ce qui m'a amené, à la fin, un jour, à poser cette question à papa, en disant, papa, ça veut dire quoi être juif? Et où j'ai eu cette réponse fabuleuse de mon père, où mon père me dit, écoute, être juif, ça veut dire que si tu es à côté d'un noir qu'on traite de sale noir, tu deviens noir. Si tu es à côté d'un arabe qu'on traite de sale arabe, tu deviens arabe. Et d'une manière générale, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qu'on persécute parce qu'il est différent des autres, toi, tu deviens aussi différent que lui. Alors, c'était une... Tu vois, du coup, je suis revenu le lendemain beaucoup plus fort à l'école, mais bon, j'ai quand même eu droit à la tête au bac à sable. Et après, j'étais moins fort. Mais bon, voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a nourri très longtemps, hein, évidemment. Ah non, il faut qu'on parte en marche arrière, là, maintenant, tu vois. S'il n'y avait pas eu cette peur de la différence, il n'y aurait peut-être pas eu aussi tout cet imaginaire qui permettait de survivre et de vivre, et pas seulement de survivre d'ailleurs, de survivre, de vivre et d'être heureux. Là, depuis qu'on a fait ce voyage, j'ai retrouvé plein d'endroits, en plein d'endroits comme ça, il y a des souvenirs qui ont rejailli, que j'aurais cru, dont j'ignorais même l'existence encore ce matin en me levant. Et puis surtout, ce que vous voyez en permanence, c'est votre propre fantôme, le fantôme de votre enfant qui courait sur les trottoirs, qui se bagarrait avec les copains, ou qui regardait passer les filles parce qu'elles étaient belles et inatteignables, ou qui regardait émerveillé telle chose qui lui semblait absolument impossible et inaccessible. Donc, il y a, vous voyez, vous croisez les fantômes des autres, et puis vous croisez aussi peut-être celui que vous avez envie le moins envie de croiser, c'est-à-dire le fantôme de votre voleur d'ombre. C'était peut-être un garçon pas très à l'aise dans ses baskets, un peu complexé même. Il a eu très vite des lunettes comme son papa. C'était pas un garçon qui témoignait d'une grande assurance, en tout cas avec les femmes. Et c'est pour ça que je pense que très vite, il s'est mis au travail en se disant, il va falloir que je me construise pour conquérir cette assurance-là. Bon, belle revanche aujourd'hui.
sur Simone. C'est reparti. À l'aube de mes 18 ans, je vais aller en fac à Berkeley. Juste après avoir eu mon bac, mon père n'a rien trouvé de mieux comme idée que de m'envoyer dans une fac travailler 3 mois pendant l'été. C'est une fac d'informatique qui est très en avance sur son temps parce que la micro-informatique n'existe pas encore. Et moi, en arrivant à Berkeley, j'ai rencontré une Américaine qui avait 10 ans de plus que moi. Et j'ai pas été beaucoup à la fac, pour tout vous dire. Do you have the apple pie? Yeah. Yep. So 1 apple pie, and I think I can get some more coffee. More coffee? Yeah. Et puis je rentre en France et 1 an et demi s'écoule. Et tout à coup, je découvre un article qui est accompagné d'une photo, et c'est la première photo que je vois d'un IBM PC. Je me dis, le siècle dans lequel je vais vivre, c'est là que tout va se jouer. Alors à l'époque, l'IBM PC, c'est une boîte comme ça, quoi, surmontée d'une autre boîte aussi grosse, dans laquelle se trouve un disque dur de 10 mégas. Et donc, on développe le premier traitement de texte français, le premier tableur français. Nous avons à nos côtés Marc Lévy, qui est le président directeur général de la société Logitech. Je fais venir toute l'équipe d'ingénieurs américains qui viennent s'installer en France. Nous avons pris le pari de développer nous-mêmes des ordinateurs en Europe. Et les mecs, ils me disent, mais tu peux prendre toute l'Europe et la Russie si tu veux. De les produire et de partir à la conquête du marché européen et aussi à la conquête du marché américain. Et donc, les gens d'IBM nous disent, bon, alors c'est quoi le jeu qui vient après? On va faire maintenant un simulateur d'hélicoptère qui va être un chasseur de sous-marins. Ils nous demandent de packager nos produits pour que ça ressemble à des produits IBM. On allait chercher du papier cello frais et avec des séchoirs, on essayait désespérément de le contracter. Ça marchait jamais, enfin bon bref. On s'est quand même bien marré. Comment ça s'est terminé du coup, juste pour terminer? Mal. Ça s'est très mal terminé pour moi. On a fini par aboutir à développer une technologie qui était qui était ce qu'elle était, qui était intéressante. Ils ont fait 2 augmentations de capital pour prendre le contrôle et puis ils m'ont dit au revoir. Et ils ont absorbé la technologie. J'étais fauché parce que j'avais essayé en plus de me battre, hein, donc j'avais tout perdu et je m'étais porté caution, enfin bref. Et donc là, j'ai redémarré sur des chantiers. Il habitait, comme on dit, une chambre de bonne avec son fils. Il venait de se séparer de sa femme Roselyne et je me souviens qu'il montait les 6 étages à pied avec ses courses, avec son fiston. Mon fils aîné venait de naître et j'avais pas le droit au chômage parce que j'avais été chef d'entreprise. Mais il avait, comme toujours, une énergie, c'est un phénix, hein, donc il me paraissait pas déstabilisé et il avait cette capacité, à repartir. Avec mon ex-beau-frère, on est allé travailler sur des chantiers, on posait des cloisons. Moi, je voyais la désorganisation qui régnait sur les chantiers. C'était pas du tout programmé, c'était pas organisé. Et donc, on s'est dit, mais si en fait on informatisait le processus, ça changerait tout. Lorsque l'on va se connecter à la banque de données immobilières, on va pouvoir connaître la réalité des surfaces, avec des surfaces certifiées par des géomètres experts. En quelques années, c'est devenu un des premiers cabinets d'architecture de bureau à Paris. En quelques minutes, le client pourra accéder à tout le parc immobilier d'entreprise en France et à l'étranger. Le fil, hop. Je connais Marc depuis 1995. On a rencontré par le biais de Nathalie André, qui était un peu celle qui dirigeait notre bande à l'époque. Il y a des acteurs, des chanteurs, des musiciens. C'était toute une bande, oui. Nous, on était les plus jeunes, on était les gamins, mais on a bien sympathisé. Et c'était avant qu'il ne devienne écrivain. En fait, il racontait des histoires à Louis, le soir, qui étaient des histoires démentes. Et tout le monde lui disait, mais écris, nom de Dieu. Un jour, je lui ai dit, mais où est-ce que tu vas chercher ces histoires? Parce que je voyais bien qu'il ne les lisait pas.
Il me dit, je les invente. Je lui dis, non, tu peux pas inventer ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Je dis, si, je les invente. Un jour, on est parti en week-end à l'Aigle, dans l'Orne, et on était tous en train de jouer aux cartes ou faire des maquettes avec les enfants. Je me souviens que Louis faisait une maquette de bateau, et Marc était monté travailler dans sa chambre. On pensait qu'il travaillait à ses bureaux de Cloisellec et d'architecture. Il est redescendu, il était 5 heures, un truc comme ça. Et il nous a dit... Est-ce que vous auriez la gentillesse de lire juste pour m'aider? J'ai écrit une histoire pour mon fils Louis. Et c'était des pages blanches qui n'étaient pas agrafées. Je dis, mais je pourrais lire ton truc, et il m'a filé le manuscrit, il n'était pas du tout publié. Je l'ai lu, je riais, je pleurais. C'est un script extraordinaire. Et si c'était vrai, c'est un scénar mais merveilleux. Donc moi, j'étais à fond avec tous les personnages et tout. Je voyais le film, je voyais tout. Et donc, j'ai plongé, j'ai terminé en larmes. Et voilà. Et on lui a dit, mais c'est génial! Elle m'aurait dit, c'est nul, c'est ridicule, elle se serait moquée de moi pendant tout le week-end. Vu ma timidité, ma pudeur, j'aurais peut-être même plus osé écrire tout seul. Il a commencé à écrire. Enfin, il ne s'arrêtait plus d'écrire, à tel point qu'on lui disait le dimanche, mais dis-moi, on en est où du brunch? Les œufs brouillés au saumon, là, comment ça se passe? Il écrivait avec beaucoup de discrétion, il n'en parlait à personne. Je pense qu'il n'avait aucune confiance en lui en tant qu'écrivain. C'est pas quelqu'un qui fanfaronne beaucoup, hein. Je pense qu'il doute beaucoup, même si la plupart du temps c'est couronné de succès, il doute quand même beaucoup. Et du coup, en tant qu'écrivain, il était très modeste. Donc, il écrivait dans son coin en se disant, bon, on verra bien. À l'époque, donc, je travaillais dans mon cabinet d'architecture, donc je me mettais à écrire dès que Louis était couché. Je rentrais dans mon bureau vers 9h et je travaillais jusqu'à 1h, 2h du matin. Et puis, ce qui restait de moi arrivait au bureau le lendemain matin. Et il m'arrivait d'ailleurs très souvent... je ne me rendais pas compte que c'était rentré dans mes veines. C'est-à-dire que je couchais mon fils. Et au début, bien sûr, je ne me rendais pas du tout compte. Vous voyez, que je m'éloignais de la berge. Vous voyez, comme le type qui se jette dans un lac juste pour se baigner, et puis qui nage, et puis à un moment donné, vous vous retournez, la berge n'est plus là. Alors, quand j'avais Louis à la maison, je ne sortais pas pour rester avec lui. Mais je me suis aperçu, en fait, je ne me suis pas aperçu que même quand il n'était pas là, je refusais des dîners pour rester à travailler le soir. Et les week-ends, je travaillais, et ça devenait un vrai moment de plaisir, quoi. Vrai, j'étais tellement heureux de retrouver ces personnages et d'être avec eux et de vivre cette histoire avec eux. Marc Lévy, 38 ans, directeur d'un cabinet d'architectes. Signe particulier, vit un conte de fées. Un conte de fées qui a commencé en octobre dernier. Un soir, ma sœur vient dîner chez moi et j'ai laissé le manuscrit sur mon bureau. Mais ça se voit quand même, un manuscrit, parce que c'est un paquet de pages. Donc elle me dit qu'est-ce que c'est, alors je lui explique, et elle le lit. Et elle me rappelle le lendemain, et elle me dit, il faut que tu l'envoies absolument à un éditeur, tu vas être publié. J'ai reçu un jour un manuscrit d'un premier roman sur mon bureau. J'ai lu d'une traite. J'ai ri, j'ai pleuré. Et quand j'ai demandé de rencontrer l'auteur, je lui ai dit tout de suite, vous savez, vous avez écrit un roman formidable. Je pense qu'il a un potentiel d'être lu dans le monde entier. Il m'a regardé, il pensait que j'avais pris un cachet, ou voilà, je fumais la moquette. Et ensuite, elle me dit, est-ce que vous m'autorisez à vendre votre livre pour une adaptation au cinéma? Et je lui dis non. Je lui dis non, je ne veux pas. Et pourquoi je lui dis ça? Parce que je ne suis pas très conscient de ce qui est en train de se passer. Vous voyez, je ne réalise pas encore ce que ça veut dire d'être publié. Mais même quand il m'arrive d'en prendre conscience, je me dis, le bouquin, il va être lu par 500 personnes. Vous voyez, voilà. Mais tout à coup, le fait que cette histoire que j'ai écrite à mon fils puisse éventuellement devenir un film, vous voyez, quand je vous parlais du rapport à la pudeur, ça ne me plaît pas. Et j'insiste et je lui dis, faites-moi confiance, s'il vous plaît. Je vais écrire 2 pages en anglais. Je vais raconter votre histoire, le début, le milieu et la fin. À la foire du livre de Francfort, dans le catalogue Robert Laffont, 2 pages sont consacrées à son roman
et si c'était vrai. 2 pages qui résument le livre et qui embrasent le petit monde de l'édition. Quand elle revient de Francfort, elle m'appelle, elle me dit « il faut que je vous voie ». Donc là, et c'est là qu'elle me dit « écoutez Marc », avec son petit accent, elle me dit « écoutez Marc, vous n'allez pas être content ». La phrase étant paradoxale, mais figurez-vous que j'ai pas pu m'empêcher et il y avait beaucoup de scouts à Francfort qui se sont intéressés à votre livre. Et alors donc voilà, écoutez, voilà. Donc il y a la Fox, il y a Miramax, il y a Working Title, ils veulent tous acheter les droits de votre livre pour en faire un film. Bon bah d'accord, vous voyez. Pendant 3 jours, de 8h à 2h du matin, cette jeune femme chargée de la vente des droits cinématographiques va voir défiler dans son bureau tout le Gotha du cinéma. Et ce dimanche-là a été une journée absolument incroyable parce que on était tous là avec Louis et les copains, on attendait et le téléphone sonnait toute la journée. Pendant 24 heures, c'était fou et tout d'un coup, Steven Spielberg on the phone. Et... Bon, alors là, on riait tellement, mais c'était tellement drôle. On se disait, mais c'est pas possible. Comment tout à coup, de l'Aigle dans l'Orne, on passe à un coup de fil de Steven Spielberg. Voilà la cassette de Spielberg. Mais il faut mettre des piles là-dedans, quoi. Ça rappelle. Qu'est-ce que c'était bien quand même à cette époque-là où on avait des choses, on touchait des. Hein? Moi, je me pince au sang parce que, et à un moment donné, vous avez Spielberg au téléphone, vous vous dites, mais bon, je vais me réveiller. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va claquer la porte et je vais me réveiller. Et vous voyez, je me serais endormi dans un canapé devant la télévision pendant que je voyais un film de Spielberg. Enfin, un truc qui donne une explication rationnelle à ce rêve que je suis en train de faire. Et donc, on tope la main. Spielberg a donc décidé de produire cette histoire romantique qui a pour cadre la ville de San Francisco. L'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une femme qu'il est le seul à voir et à entendre, amoureux d'un esprit car le corps, lui, se trouve dans le coma, dans un hôpital. Vous ne deviez pas trop comprendre ce qui vous arrivait à ce moment-là. Non, bah non. Évidemment que non. Toujours pas d'ailleurs. Mais vraiment en plus. Quand je repense à cette époque-là et à ce qui s'est passé depuis, toujours pas. Non, toujours pas. Pour la première fois à la télévision, un illustre inconnu dont toute la presse américaine et française parle depuis plusieurs semaines, Marc Lévy. À l'époque, j'avais encore la télévision et je me souviens encore de ce reportage où on nous présentait Marc Lévy. Je me disais, mais qui est ce bonhomme? Qu'est-ce que c'est que ça? Puis j'ai vu, beau gosse quand même, hein, c'est vrai, c'est un beau gosse, il n'y a rien à dire. Pour votre premier roman, Et si c'était vrai, acheté par les éditeurs de 21 pays et dont Spielberg lui-même va faire un film. Oh, il y a de l'italien, il y a de l'allemand. Ça, c'est quoi, ça? Je suis incapable de vous dire quel pays c'est. Oui, je crois que c'est de l'arménien, ça. Là, c'est du russe, ça, c'est du japonais, il y a du portugais, il y a de l'hébreu, il y a de l'arabe. Slovaquie. Ça, c'est la Corée. C'est suédois. Du persan aussi, il y a du polonais, il y a du roumain, il y a du hongrois, il y a du turc. C'est assez irréel en fait. Tout à coup, lui aussi rentrait dans le monde de l'artistique dont il avait toujours rêvé. Et ce qui a été une période assez compliquée pour lui, c'est de ne pas être accepté au début comme un écrivain. Alors, quel est votre métier? Je dirige un cabinet d'architecture. Quel âge avez-vous? 38 ans. Et à 20 ans, aviez-vous l'intention d'écrire des romans? Non. Il y a eu, vous voyez, trois mois d'état de grâce où, entre guillemets, le Français inconnu a vendu son livre à Spielberg, la presse, et vous voyez, tout ça, il y a... Il n'y a pas que les acteurs qui signent des autographes à Deauville. En un roman, Marc Lévy est entré dans le panthéon des stars. Et moi qui ai toujours vécu dans ma bulle, tout à coup, il y a des gens qui veulent faire des photos, et puis des gens de tout âge.
Je suis super heureux, quoi. Enfin, truc. C'est devenu presque une... Enfin, c'est un phénomène. Et puis, boum, il y a, comment vous dire, il y a un contre-feu qui s'allume et qui est très, très violent. Immédiatement, il y a vous voyez, le masque et la plume, les émissions, tout ça tombe dessus et tire, mais alors à boulet rouge. Placard d'un jeune architecte. Bon, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes comme les éditeurs à Francfort? Est-ce que vous achetez ou est-ce que vous achetez pas, Mademoiselle Martin? Ah, moi, j'achète pas, je mets même à la poubelle, carrément. J'ai trouvé ça absolument pathétique. Pour moi, c'est une presse à la poubelle. Une presse dithyrambique. J'allais demander de l'Express j'ai vu des papiers dithyrambiques partout. Peut-être, mais moi, ça m'est tombé des mains. Une des traductions, ce serait pas le français, parce qu'à certains moments, on dirait vraiment une traduction, tellement c'est mal écrit. Je représente un interdit en France. Vous voyez, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive ni du CNRS, ni de l'éducation nationale, et encore moins, vous voyez, d'une fac de lettres, qui a un profil d'entrepreneur et qui fait un succès avec un premier roman, c'est pas possible. Il a jamais exprimé vraiment le fait d'en avoir souffert. Moi, personnellement, j'en ai souffert. Je pense que son fils, Louis, a dû en souffrir. Il y avait des librairies où mes livres se vendaient sous la table. Je vois pas comment quelqu'un normalement constitué pourrait apprécier, voir dans un journal, prenez les feuilles de Marc Lévy et suivez-vous les fesses. Mais en revanche, je peux vous assurer que les tickets de carte bleue, une fois qu'ils les avaient vendus, ils les mettaient pas sous la pile, vous voyez, ils étaient pareils. Mais bon, c'est comme ça. Je me suis interdit de le dire quand j'ai appris qu'il était traduit en 20 langues, avant même que moi je l'ai lu. Et qu'il avait empoché combien? 12 000... Non, je me dis, c'est pas possible, tu peux pas lire ça. Enfin, j'entendais des gens critiquer mes livres alors qu'ils ne m'avaient jamais lu. Ça devenait, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le bashing. Il y avait un vrai bashing. Mais en même temps, enfin, très sincèrement, je leur suis très reconnaissant. Parce que ils m'ont rendu un énorme service. J'aurais peut-être pas autant travaillé sans eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'étais résolu, évidemment, à pas m'excuser, parce que ça, c'était pour moi... vous voyez, s'excuser d'avoir écrit un livre, c'est quelque chose qui se fait dans un État fasciste, mais pas en France. Et certainement pas parce que votre livre, vous voyez, qui n'a rien de polémique, en plus, a déplu à une élite. Donc ça, au contraire, il pouvait toujours se brosser. Je crois qu'il a très vite compris que finalement, il n'arriverait pas forcément, en tout cas au début, à conquérir la critique et la presse, qui évidemment prenait de haut le côté roman populaire. Et il s'est dit, me semble-t-il, qu'il fallait qu'il aille au-devant du public. Mais finir par leur prouver par le travail qu'ils s'étaient trompés, ça, c'était une motivation. Et là, il y avait une question d'amour-propre et pas d'ego. Vous voyez, c'est-à-dire de leur dire... Je vais vous montrer que vous êtes trompés. Ça l'a affecté, ça a affecté ses parents, ça l'a affecté lui vis-à-vis de ses parents. Oui, il a quand même accusé le coup de cette critique très virulente et très parisienne, germanopratine, où il habitait d'ailleurs, Saint-Germain-des-Prés, et donc il s'est dit, j'ai rien à faire là, quoi. Au mois d'octobre, un jour, mon fils rentre de l'école et je vois qu'il n'est pas bien. Voilà. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a ? Et je comprends qu'on lui a fait payer à l'école d'être mon fils. Et là, je me suis dit, non, ça va pas être possible. Je voulais surtout pas de ça. J'avais écrit une histoire pour mon fils. Et donc maintenant, j'avais plus qu'une seule obligation et qu'une seule chose en tête, c'était d'en écrire une autre. Avec la même innocence, la même naïveté et le même bonheur. Point à la ligne. Et donc, on est parti. PNC, préparez-vous pour l'atterrissage, 4 minutes. Ma passion pour l'Amérique, elle est née... c'est la conjonction de deux choses.
D'abord, pendant mon adolescence, je découvre la littérature américaine, qui, je dois dire, alors on ne va pas faire de généralité, hein, mais qui, par rapport à la littérature française de cette époque, on est en plein dans le nouveau roman, hein, en France, est une littérature qui raconte des histoires avec des personnages, qui vous emmènent très loin, qui vous fait... C'est une littérature d'explorateur, de découverte, donc je la trouve passionnante. Ah, putain de froid. Ah, ça c'est vraiment un plan passionnant. Je dirais en moyenne, une journée comme ça de 14 heures de travail, c'est 3 pages. Parfois c'est 5, mais je vais en couper 1,5 le lendemain. Mais en général, c'est une moyenne de 3 pages. Et je travaille en 2 temps, c'est-à-dire que j'imprime, je corrige d'abord sur le papier, et à partir de 13h30, 14h, là c'est la phase d'écriture. Et là, ça dure jusqu'à 2h, 3h du matin. Oui, c'est un lieu très particulier pour moi, parce que j'y ai passé un nombre d'heures incalculable. Mais vous voyez, c'est la première fois qu'on me filme dans mon bureau, en tout cas. Je dirais le grand avantage de ce métier, c'est qu'on travaille seul, et le grand inconvénient de ce métier, c'est qu'on travaille seul. Il faut d'ailleurs y faire très attention à ça, parce qu'on peut être entraîné, on peut aller très loin. Moi, dans ce long voyage de 22 ans d'écriture, il m'est arrivé d'aller même trop loin. Là où justement la solitude est dangereuse, c'est quand vous avez cette sensation de vivre pleinement, alors que vous passez vos journées et vos nuits les doigts sur un clavier devant un écran. Ça devient un monde à part entière dans lequel vous vivez, sauf que vous n'y vivez pas avec des vrais personnages, vous y vivez avec des personnages de fiction. Quand j'aurai terminé la trilogie de 9, au total, ça sera presque 1500 pages, vous voyez, de récits. C'est 3 ans de vie. Donc je ne vais pas me débarrasser d'eux, je sais que je ne vais pas me débarrasser d'eux en un claquement de doigts. Et il y a des moments où je les, déteste. J'ai envie qu'ils vivent leur vie et qu'ils me laissent vivre la mienne, mais bon. Marc, quand il écrit, il est entre séminaires, quoi. On n'entend plus parler de lui. Il est dans sa tour, là-haut, et il a vraiment besoin d'être dans son œuvre, d'être dans cette concentration qui peut durer plusieurs semaines. C'est une vraie gestation, hein. Mais non, c'est vraiment physique, quoi. Il le porte, son roman. Non, mais c'est drôle, parce qu'en plus, c'est vraiment comme un bébé. Après, il l'accouche, et c'est fini. J'ai toujours terminé mes romans au milieu d'une nuit. C'est très souvent une nuit blanche, c'est un moment d'écriture qui peut se terminer à 5h du matin, à 6h du matin. Et là, je sais que je vais pas me coucher, c'est-à-dire que quand le roman est terminé, je vais attendre que le jour se lève et puis, ouf, vous voyez, il y a un moment il y a une sensation de se dire, ça y est, je vais renouer avec le monde, justement, et je vais sortir de cet espace de solitude et revivre. Let's go, let's go, let's go! Quand un livre de Marc sort et qu'on envisage la promo, vous avez la carte de France, vous avez la carte routière, vous avez les horaires SNCF, puis vous bâtissez ça comme un puzzle. Une tournée de rockstar.
Marc Lévy, l'homme aux 50 millions de livres vendus. Le nombre de kilomètres en tout, non, je ne sais pas. Dès que vous allez faire une tournée en Asie, ça vous projette assez loin en termes de kilométrage. Je crois qu'il y a une année où ça a été un tour du monde et demi. Monsieur Marc Lévy. On partait pas mal en Russie, on est parti ensemble au Vietnam, on est parti au Japon, on allait beaucoup au Liban. Alors, certains... Vous savez combien de livres vous avez signés depuis le début? Une vingtaine de rencontres par an, ça ferait quoi? Ça ferait 6 000. 6 000 par 20 ans, ça fait quoi ça? 6 000, 120 000. On a fait des dédicaces, mais il y avait 500 personnes. 50 millions d'exemplaires de ces romans sont vendus à travers le monde. Imaginez un petit peu le succès. Bon, merci mille fois d'être venu. Vous vouliez faire une photo? Il y a des rencontres avec d'autres auteurs, il y a des rencontres avec des étudiants, il y a des rencontres en université, parfois des chers universitaires. Quel est votre prénom? Émilie. Séverine. Thomas. Isabelle. Et Sabine. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Bonjour madame. Enchanté. C'est quoi être un auteur à succès selon vous? Ça veut rien dire du tout. Enfin, moi, je suis romancier, je suis écrivain, tu vois, je suis pas écrivain à succès. Enfin, en tout cas, il vaut mieux dire c'est un auteur à succès qu'un auteur à échec, ça c'est certain. C'est beaucoup plus joyeux. Il a su créer avec ses lecteurs un véritable rapport de confiance depuis toutes ces années. En fait, les lecteurs ne savent pas dans quel genre il va les amener. Peut-être c'est un roman d'aventure, c'est peut-être un roman dramatique, c'est peut-être un roman géopolitique, c'est peut-être une comédie, c'est peut-être une histoire d'amour. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils vont être bien. Bonjour. Alors, j'ai pas pris votre dernier livre. C'est pas grave. Je l'ai lu aussi, mais là, c'est mes deux préférés. Alors, à quel prénom? J'ai lu son premier livre, je devais être au lycée, je l'avais emprunté au CDI du lycée. Bonjour Justine. Bonjour Justine, merci d'être venue. On le critique beaucoup, mais en fin de compte, il a écrit des ouvrages ultra intéressants, très historiques, sur l'histoire de son grand-père, sur les résistants. Je pense qu'il faut lire aussi tout ce côté-là, avant de critiquer le côté fleur bleue qui est présent dans certains de ses romans. Merci beaucoup. Merci mille fois d'être venu, au revoir. J'ai écrit des thrillers, j'ai écrit des comédies romantiques, j'ai écrit des comédies dramatiques, j'ai écrit des romans fantastiques. Le dernier roman, c'est quand même c'est ce qu'on appelle un peu grossièrement un technopolar. Alors Marie, vous l'écrivez à l'anglaise ou à la française? Comme Mary Poppins. Ah oui, c'est dans son sac et dans son sac. Ah oui, dans son sac. Vous n'êtes pas obligé de filmer mon illetrisme. Même si c'est une histoire triste, même si c'est une histoire dure, comme récemment avec la trilogie 9 et tout récemment Noah, ils savent qu'ils vont passer un bon moment, ils savent qu'ils vont apprendre des choses, ils vont tourner les pages, ils vont avoir des personnages extrêmement attachants. Les thèmes qu'il aborde, le regret, l'amour de sa vie, et la relation avec les gens qu'on a aimés, est-ce qu'on a eu le temps de leur dire qu'on les aimait, qu'est-ce qu'on a raté, est-ce que... Voilà, je crois que c'est un truc qui est universel. En fait, il y a un truc feel good. Même si les sujets sont difficiles et parfois très engagés, mais quand on ferme le livre, il y a un truc qui nous fait du bien. Et je pense qu'il a réussi à toucher le cœur de plein de gens qui n'en demandent pas plus, en fait. C'est juste d'être... C'est un beau voyage qu'il nous propose à chaque fois, Marc. Tous les lecteurs de Marc qui ont été bien dans la maison de Marc, ils reviennent. Et après, il y a des variations. Et c'est ce qui est formidable parce que ça permet à Marc de les emmener où il veut. Il peut justement, grâce à cette fidélité, grâce à ce rapport-là, il peut oser. C'est le contraire justement de la duplication, j'allais dire, d'un truc, d'un genre, d'un style. Non, la confiance des lecteurs vous permet d'oser. Marc est quelqu'un de très sincère, très fidèle. On peut lui faire confiance. On voit très bien ça à travers son travail, à la fois avec les lecteurs, avec ses éditeurs, avec ses amis, mais on le voit aussi dans son engagement humanitaire. Quand il avait 18 ans, il a commencé la Croix-Rouge et récemment, il a été nommé ambassadeur.
Et voilà, c'est une histoire d'une vie. Il a tout fait dans les affaires, dans l'écriture, dans des paroles de chansons. Il a écrit des chansons pour Johnny, pour Jennifer. C'est vrai que je reste marqué par l'extrême facilité, la fluidité de son écriture et la manière dont, en 3 secondes, il retourne à son bureau, il revient, il a trouvé 4 phrases. Si tu veux ça, ah bah non, bouge pas, et ça. Voilà, c'est comme ça, quoi. Je sais qu'il y a ce mythe ou cette sacralisation de l'écriture en tant que souffrance, mais je crois que chez moi, la démarche a été le contraire. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a guidé dans l'écriture, c'est la passion. La passion de découvrir, la passion de vivre, la passion de visiter des lieux que je ne pourrais pas aller voir. Et grâce à un de mes romans, j'ai pu escalader la montagne Macha, alors que j'étais le vertige sur un escabeau. Bon, et bien ça, je n'aurais pas pu le faire dans la vraie vie. Et bien, je l'ai fait dans un roman. Vous voyez, où j'ai pu survoler la Birmanie à bord d'un bimoteur, enfin des choses comme ça. J'ai même été neurochirurgien, et quelle revanche sur l'école, alors que, vous voyez, je me suis mis dans la peau d'un astrophysicien, enfin... Mais je ne serais pas du tout surpris si dans 3 ans, il m'annonce qu'il change de métier. Bah, d'ailleurs, là, il est en train de changer de métier, puisqu'il est en train de devenir réalisateur. Et il a toujours adoré ça. Je trouve ça formidable, quand même, d'avoir le courage de ses envies, de ses rêves, d'y aller. C'est chapeau, quoi. C'est Marc qui m'a dit est-ce que tu as en tête toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Moi, je ne l'avais plus en tête. Il me dit parce que je trouve que ça ferait une bonne série. Voilà, ça a commencé comme ça. Attends, je regarde si c'est mieux avec ou sans les... C'est mieux sans la casquette. Je pense que quand tu passes 20 ans, 8 mois par an à écrire des romans dans un bureau, c'est comme tout d'un coup, wow, tout d'un coup de te retrouver sur un tournage tous les jours avec 100 personnes, des voyages toutes les semaines. Il s'est offert ça dans sa vie à un moment donné. Il a écrit le livre, il a fait voilà, les dialogues, il réécrit avec beaucoup de passion les choses quand j'ai besoin. Et puis en plus, il joue dedans. Silence, moteur. Tourne au son. Et attention. Le caméra. Je vais te donner un conseil qui vaut de l'or dans ta situation, ma chérie. Couche sur une feuille de papier tout ce qui se passe par la tête et demain, tu feras exactement le contraire. Sur ce, je vais me coucher, je tombe de sommeil. Bon, bah ça va, à peu près. Ça vous plaît de jouer? Bah, écoutez, jouer, c'est toujours jouer. Hein. Donc, je veux dire que c'est toujours amusant de jouer. Mais ça me faisait rêver quand j'étais enfant. Pas du tout pour être acteur, en fait, mais en fait pour pouvoir gagner ma vie en jouant, parce que j'adorais ça. C'était déjà le bonheur de raconter des histoires, en fait. Alors là, ne filmez pas 2 secondes, car on va me faire un petit raccord. Vous ne pouvez pas avoir l'envers du décor. C'est fini, oui. Ça doit être un truc très particulier d'avoir imaginé une histoire il y a quelques années, de l'avoir écrite, et puis tout d'un coup de la voir sous ses yeux se transformer en quelque chose de réel. Parce que c'est une chose de voir un film tiré d'un de vos bouquins et vous pouvez dire ouais c'est réussi ou pas, ou ouais c'est dommage. Enfin, parce que là c'est différent, là il est à mes côtés, quoi. Il est avec moi et il me souffle des idées, des choses. C'est vraiment un partenaire sur ce projet. Moi, j'ai l'impression qu'il faut simplifier dans le texte, qu'il faut que, quand elle arrive et qu'elle dise... ouais. Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais faire au montage? Non. Parce que je peux couper? Non. En fait, je pense qu'il faut changer son attitude à Knapp. Il faut pas que Thomas lui dise « T'as l'air bizarre, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, il y a une prise de risque, parce qu'il est évident que le premier à s'imaginer un personnage, c'est quand même l'auteur. Quand on a adapté Où es-tu ou Mes amis, mes amours, là, j'ai retrouvé vraiment les personnages du roman. Et donc, dans la mémoire, il m'arrive, quand je repense à Mes amis, mes amours, par exemple, de revoir vous voyez, le visage de Pascal Elbé et les expressions de Vincent Lindon.
Alors que dans Et si c'était vrai, je garde mes personnages tels que je les ai vus, enfin tels que je les avais imaginés, tels qu'ils vivent dans ma tête. C'est eux qui restent dominants. Moi, je sais que je suis toujours on va dire, en observation, vous voyez, de la vie des autres, des regards, des sourires, des intentions, de ce petit détail chez quelqu'un qui le caractérise et qui lui échappe parfois à lui-même. Enfin, tout ce qui fait que on peint avec son stylo. Olivier, merci. C'était le dernier plan de Jean Reno. Vous savez, Simenon avait un petit carnet. Et Simenon est un auteur qui a été pillé pour le cinéma et la télévision. Partout, il y a des tonnes de films qu'on a pris chez Simenon. Simenon avait un petit carnet, et quand il trouvait un personnage intéressant, il le mettait sur son petit carnet. Une concierge, un comptable, un chef d'entreprise, un dentiste. Je pense qu'il faut lui poser la question, lui, comment, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il collecte chez les autres? Quand j'étais enfant, et d'ailleurs pas enfant seulement, même adulte, j'adorais marcher dans les rues et regarder les fenêtres des immeubles et essayer d'imaginer les vies qui se déroulaient derrière les fenêtres. Il y a toujours à un moment donné, à une fenêtre, un moment de vie particulier. Vous voyez, par exemple, là, vous voyez le détail, si vous allez, je ne sais pas si votre caméra le voit, mais regardez bien, vous voyez l'immeuble en briques grises qui est en face. Si vous prenez la 3e fenêtre de la droite, là, vous pouvez tout imaginer. C'est-à-dire, comme vous voyez que la tête, vous pouvez imaginer qu'il est dans son bain, vous pouvez imaginer qu'il est à son bureau, il est en train de parler à quelqu'un, et vous voyez, c'est ça, je trouve, qui est assez rigolo dans le process de l'imagination, c'est que vous partez de là, et ça vous donne un début de scène. Derrière les fenêtres, vous avez des petits tableaux de la vie. Et ces petits tableaux de la vie, à un moment donné, moi, je vais m'en servir pour mettre de la couleur dans mes pages. Vous voyez, entre cette personne qui s'agite et qui a une vraie vie et moi, il y a 3 rues de distance. Alors, on parlait de Paris, à Paris, vous avez rarement la possibilité de voir quelqu'un à 3 rues de distance. Brutti d'Haussmann. Mais à New York, vous pouvez voir très très loin quelqu'un. De la même façon que c'est cette personne qui s'anime à 3 rues de là, dans cette toute petite fenêtre au milieu de tout ça, qui est gigantesque, c'est une touche de vie, ben voilà, c'est ces petites touches de couleur que vous glissez dans les pages. Venez. Viens, Fifi. Même toi, tu glisses, ma pauvre. On est dans une grange où je range beaucoup de ma documentation une fois que j'ai terminé d'écrire. Les Enfants de la Liberté, c'est l'histoire C'est l'histoire vraie d'une brigade de résistance qui s'appelait La Moille, hein, M-O-I. C'est un roman qui compte parce que c'est l'histoire de mon père et de ses copains. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben voilà, tu vois, il y a... Ça, c'était l'époque où tout ça, c'est du courrier de lecteur. Hein, tu vois? Ça... Tout ça, c'est du courrier adressé par les lecteurs, vous voyez. Les documents historiques précieux, évidemment, je les ai à New York, dans mon bureau à New York. Toutes les lettres qui m'ont été écrites par les anciens membres de la Moille, les pièces de police,
le sauf-conduit de Libération, enfin tous les documents liés à la résistance, évidemment, ils sont stockés dans une pièce tempérée et pas dans une vieille grange. Ça, c'est la médaille que mon père avait gravée sur une pièce de monnaie pendant qu'il était à la prison Saint-Michel à Toulouse. Oui, il y a toute la naïveté de la jeunesse, parce qu'ils avaient fait ces médailles au modèle des médailles des soldats américains, vous voyez, avec les petits trous au milieu. Il avait écrit « Il reste des Bastilles à prendre ». C'est la photo de police, de la fiche de police de mon père quand il a été arrêté avant d'être torturé. Il a été très présent dans ma vie tout court. On parlait et on parlait pas beaucoup parce qu'il était aussi pudique que moi. Je crois qu'on se disait beaucoup de choses dans les silences. Et puis il a été mon compagnon d'écriture. Il était mon premier lecteur. C'était un lecteur très exigeant mais il y avait une grande complicité entre nous. Ouais. Son père était un grand éditeur, alors certes plutôt d'art, mais quand même, je ne suis pas sûr qu'on l'ait encouragé dans cette voie-là, ni qu'on lui ait donné une légitimité immédiate. Après, moi, je me souviens pas d'un Marc féru de littérature, ne parlant que de bouquins, non. C'est vraiment... C'est plus l'inventeur d'histoire qui est devenu écrivain que l'homme de lettres. C'est pas un homme de lettres. C'est un homme amoureux, je dirais. C'est un homme amoureux et c'est un homme... et oui, c'est un inventeur d'histoire, c'est un créateur d'histoire, plus qu'un homme de lettres. Et c'est ça qui a fait qu'il est devenu écrivain. J'espère qu'il se dit tout ça et qu'aujourd'hui il est heureux de sa réussite. Mais ça a été très très long avant qu'il se dise « je suis un écrivain ». Et puis qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il y a... Ça, c'était vraiment... J'avais pris beaucoup de plaisir à faire cette collection de livres pour enfants. Vous voyez, ça, c'est une collection de livres qui a été faite en collaboration avec McDonald's. Parce que le but, c'était de remplacer des jouets en plastique dans les Happy Meal par des livres qui donnent envie de lire à des jeunes qui n'ont pas un accès immédiat à la lecture. Parce que si vous voyez, c'est quand même quand on écrit, quand on aime les livres, faire lire 15 millions d'enfants, c'est un bonheur, quoi. Ça, oui, c'est le bonheur de faire quelque chose. Voilà. Donc c'est ça le merveilleux et humble pouvoir de la littérature. Voilà, je trouve que c'est un formidable pont entre les gens, entre les êtres humains. Voilà.